Salut à tous, nouvelle vidéo consacrée à la série des corrections du concours du CEDI. Nous avons déjà corrigé les sujets de mathématiques de 2019 à 2022. Aujourd'hui, on va commencer avec les sujets d'économie. Alors, le sujet d'économie du 5 avril 2019. Pourquoi c'est important déjà de traiter ces sujets? Parce qu'on a remarqué dans les sujets de mathématiques qu'il y a une certaine récurrence de certains exercices, c'est-à-dire qu'il y a des exercices qui reviennent régulièrement, d'accord, des exercices qui reviennent régulièrement, et il est important de traiter ces anciens sujets pour une meilleure préparation. Donc, le sujet d'économie a 2 pages, d'accord, vous devez vérifier que toutes les épreuves en début d'épreuve le nombre de pages de ce fascicule. S'il est incomplet, demandez les autres exemplaires. Donc, toujours lire les instructions. Comme nous le disons, c'est le sujet proposé par M. Samuel Guérino. Alors, le sujet comporte, c'est un sujet de 3 heures. Alors, il y a le grand 1 qui comporte des questions à réponse ouverte, notamment 4 questions, questions 1, 2, 3 et 4, et le grand 2 qui est une dissertation de 8 points. D'accord, donc on va traiter tous ces sujets. On va commencer donc par le grand 1, définissez brièvement les termes suivants et répondez aux questions associées à chaque définition. Donc la définition c'est 1 point, la réponse aux questions c'est 2 points. On va commencer par la première question, propension marginale à consommer. Donc on va définir la propension marginale à consommer et répondre les questions associées, c'est-à-dire quelle est la relation entre la propension marginale à consommer et la propension marginale à épargner. Quel est l'effet probable d'une augmentation du revenu sur la propension marginale à consommer? Donc, sans plus tarder, on va commencer la réponse à cette première question. Donc, voici la première question, on va la traiter ici. Très bien. Alors, la propension marginale à consommer, qu'est-ce que c'est? C'est un concept économique qui mesure la variation du niveau de consommation en réponse à une variation du revenu. Donc, si le revenu varie, on se pose la question de comment est-ce que va varier la consommation suite à une variation de revenu. En d'autres termes, il s'agit de la proportion du revenu supplémentaire qu'un individu ou un ménage choisit de consommer plutôt que d'épargner. D'accord? Donc le revenu supplémentaire, quelle est la proportion que le ménage choisit de consommer plutôt que d'épargner? Donc si une personne a d'habitude 100 000 de revenus par mois, alors si un mois donné, cette personne a 10 000 francs de plus, c'est-à-dire 110 000 francs, sur les 10 000, quelle est la proportion qui va aller à la consommation? C'est ça qui correspond à la propension marginale à consommer. Donc mathématiquement, la propension marginale à consommer est définie comme le changement de la consommation divisé par le changement du revenu. Donc c'est cette expression que vous voyez là, le changement de la consommation divisé par le changement du revenu. Elle est là. Bon, alors, est-ce que ceci passe? Très bien, ok. Donc, voilà la propension marginale à consommer, c'est la variation de la consommation suite à la variation du revenu, tout simplement. Donc, delta C représente le changement de la consommation et delta Y représente le changement du revenu. C'est ça la propension marginale à consommer, hein, l'équation mathématique. Elle est là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si on tire la variation de, de la consommation, le changement de la consommation, elle est égale à la propension marginale à consommer multipliée par la variation du revenu. C'est-à-dire que si le revenu varie de 1%, la consommation va varier de cette quantité. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, c'est quelle est la relation entre la propension marginale à consommer et la propension marginale à épargner? Alors cette relation est simple. Lorsque vous avez un revenu R, ce revenu part à la consommation et une autre partie à l'épargne. Ça, c'est la théorie économique de base. C'est-à-dire que euh, le revenu supplémentaire, le revenu supplémentaire, il y a une partie qui va aller
à la consommation, une autre partie qui va aller à l'épargne. Donc, la relation entre la propension marginale à consommer et la propension marginale à épargner, c'est que la somme des deux propensions égale à 1. Alors, cela signifie que toute variation marginale du revenu peut être attribuée soit à la consommation, soit à l'épargne. Donc, ça, c'est une théorie, hein. Donc, toute variation marginale du revenu peut être attribuée soit à la consommation, d'accord, soit à l'épargne. Maintenant, bon, il y a d'autres théories qui ajoutent autre chose. Bon, maintenant, si une personne ou un ménage décide d'augmenter sa consommation en réponse à un revenu supplémentaire, cela se reflète dans une propension marginale à consommer positive. D'accord? Tandis que la propension marginale à épargner correspondante serait négative, indiquant une diminution de l'épargne. De même, si une personne ou un ménage choisit d'épargner davantage en réponse à un revenu supplémentaire, cela se traduit par une propension marginale à épargner positive et une propension marginale à consommer correspondante qui sera négative. Donc, voilà pour cette première sous-question. Ensuite, l'autre question, c'est quel est l'effet probable de l'augmentation du revenu sur la propension marginale à consommer? Alors, si le revenu augmente, quel est l'effet probable sur la propension marginale à, sur la propension marginale à consommer? Alors, en général, on observe souvent une diminution de la propension marginale à consommer à mesure que le revenu augmente. Cela signifie que plus une personne ou un ménage a un revenu élevé, moins il est probable qu'il consacre une grande partie de chaque euro supplémentaire à la consommation et plus ils ont tendance à épargner. Donc voilà, la propension marginale à consommer a tendance à être décroissante au fur et à mesure que le revenu augmente. Donc au fur et à mesure qu'une personne aura un revenu croissant, la propension marginale à consommer ne va pas croître au même rythme que le revenu supplémentaire. Il y aura tendance à diminuer. Il y aura une tendance à la diminution de la propension marginale à consommer. Donc voilà pour la première question. D'accord, la première question c'est OK. Cela est OK. Maintenant, on passe à la deuxième question. D'accord, la deuxième question c'est une question sur les élasticités. Alors, l'élasticité prix de la demande d'un bien, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on dit, si tu as un bien dont l'élasticité prix est faible, quel facteur pourrait augmenter l'élasticité prix de ce bien à long terme? Donc là, on va traiter cette question à ce niveau. Alors, c'est quoi l'élasticité prix de la demande d'un bien? Alors, on y va. Alors, l'élasticité prix de la demande d'un bien est une mesure qui quantifie la sensibilité de la quantité demandée de ce bien par les consommateurs à une variation de son prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que cette quantité indique dans quelle mesure la demande d'un bien réagit à la modification de son prix. Tout simplement. Dans quelle mesure la demande d'un bien réagit à la modification de son prix. Donc, cette définition est plutôt simple et compréhensible. L'élasticité prix de la demande d'un bien est une mesure qui quantifie la sensibilité. D'accord, le terme sensibilité est très important. La sensibilité de la quantité demandée de ce bien par les consommateurs à une variation de son prix. Donc, si le prix varie d'une certaine quantité, de combien va varier la quantité demandée. Donc, c'est la sensibilité de la quantité demandée d'un bien suite à une variation de son prix. En d'autres termes, elle indique dans quelle mesure la demande d'un bien réagit à la modification de son prix. Donc, mathématiquement, l'élasticité prix de la demande, on peut noter ça ED, dans d'autres documents, c'est epsilon D, comme ça, comme vous voulez, est généralement définie comme le pourcentage du changement de la quantité demandée, n'est-ce pas, divisé par le pourcentage de changement du prix. D'accord. Donc, le pourcentage de changement de la quantité demandée sur le pourcentage de changement du prix. Donc, c'est le taux de variation de la quantité demandée sur le taux de variation du prix. D'accord. Donc, l'élasticité prix de la demande est égale au
au taux de variation, donc delta, la variation à la quantité demandée sur Q, donc le taux de variation à la quantité demandée sur le taux de variation du prix. D'accord, donc si, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que si on prend le taux de variation de la quantité demandée, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, prends le jaune, ça donne l'élasticité prix de la demande multiplié par le taux de variation du prix. Ça veut dire que si le prix varie de X%, de 1%, la quantité demandée va varier de E%. Donc, voilà l'interprétation qu'on peut avoir. L'élasticité prix de la demande peut être positive ou négative, bien sûr. Une élasticité positive signifie que la demande du bien augmente lorsque le prix diminue et vice-versa. Une élasticité négative signifie que la demande du bien diminue lorsque le prix diminue et vice-versa. Donc, voilà. Très bien. Alors, après, on a dit citer un bien dont l'élasticité prix est faible. Un bien dont l'élasticité prix est faible, c'est-à-dire que un bien pour lequel euh, la variation du prix n'influence pas beaucoup la demande. D'accord? Un exemple de bien dont l'élasticité prix est généralement faible est le sel de table. D'accord? Le sel de table, le sel de consommation. Pourquoi? Parce que le sel de table est souvent considéré comme un bien de première nécessité et sa demande est relativement inélastique par rapport aux variations du prix. C'est-à-dire que si le prix change, étant donné que c'est un bien de première nécessité qui est utilisé dans je sais pas, disons la consommation domestique, son prix ne va pas trop changer. C'est-à-dire que si le prix du sel passe par exemple de 3 000 à disons 7 000, ça ne va pas trop influencer la consommation de sel. D'accord? Par contre, si la variation de prix est très forte, c'est-à-dire qui de 3 000 à disons 35 000, qui est une augmentation vraiment très, très peu probable, bon, ça, il y aura une légère influence. Cela signifie que les consommateurs ont tendance à acheter sensiblement la même quantité de sel, même si son prix change. D'accord? Les consommateurs ont tendance à acheter sensiblement la même quantité de sel, même si son prix change. D'accord? Je ne vais pas changer ma consommation de sel parce que le prix, je ne vais pas trop varier ma consommation de sel parce que le prix a changé. Même en cas d'augmentation significative du prix de sel, la plupart des consommateurs ne réduiront pas de manière importante leur consommation de sel car il est souvent considéré comme un ingrédient essentiel dans la cuisine quotidienne. De même, une baisse du prix du sel n'entraînera probablement pas une augmentation significative du prix de la quantité de sel acheté car la consommation de sel est généralement limitée par d'autres facteurs tels que les préférences gustatives et les habitudes alimentaires. Donc voilà, dans le sel, dans le cas du sel, l'élasticité prix de la demande est faible, voire inélastique. Alors l'autre question, c'était quel facteur pourrait augmenter l'élasticité prix de ce bien à long terme? C'est-à-dire qu'à long terme, qu'est-ce qui peut augmenter l'élasticité prix du sel de table à long terme? Alors, c'est l'émergence de substituts ou alternatives au sel traditionnel. Donc, si des substituts ou bien des alternatives se développent au sel traditionnel, il va de soi que l'élasticité prix va augmenter. C'est-à-dire que si par exemple de nouveaux produits ou technologies sont développés qui offrent des alternatives viables au sel de table, cela pourrait rendre les consommateurs plus sensibles aux variations du prix du sel. Par exemple, si les substituts de sel à base d'herbes, d'épices et d'autres condiments gagnent en popularité en raison de précautions croissantes concernant la santé ou de nouvelles tendances alimentaires, cela pourrait réduire la dépendance des consommateurs au sel de table traditionnel. Donc voilà, si il y a une montée croissante
de sel fabriqué à base d'épices et autres, il va de soi que l'élasticité prix du sel de table va changer à long terme. Donc voilà pour la deuxième question qui n'était pas aussi très compliquée. Ok, là on passe à la troisième question. La troisième question c'est PIB par tête. Qu'est-ce que c'est le PIB par tête? Et est-ce que c'est un indicateur de pauvreté? Pourquoi? Et c'était un indicateur de développement humain. Alors, le PIB par tête, on va répondre ici. PIB par tête, c'est quoi? Le PIB par tête, également connu sur le PIB par habitant. D'accord, c'est aussi ce qu'on appelle communément le PIB par habitant. Comme voici. C'est une mesure économique qui calcule la production économique totale d'un pays divisé par sa population totale. Donc, la production économique totale d'un pays divisé par sa population totale. C'est le PIB divisé par la population. Cette mesure est utilisée pour évaluer le niveau moyen de richesse ou de production économique par habitant dans un pays donné. Donc, mathématiquement, le PIB par tête est égal au PIB divisé par l'effectif de la population. Alors, le PIB par tête est généralement exprimé en termes monétaires, tels que le dollar américain ou l'euro, ce qui permet de comparer le niveau de richesse ou de production économique entre différents pays. Donc, un PIB par tête élevé indique généralement une économie prospère où chaque individu bénéficie d'un niveau de vie relativement élevé, tandis qu'un PIB par tête faible peut indiquer des niveaux de richesse et de développement économique inférieurs. Alors, deuxième question, c'est citer, non, le PIB par tête est-il un indicateur de pauvreté et pourquoi? Donc, pour répondre à ça, on m'a dit ce n'est pas directement un indicateur, n'est pas n'est pas directement un indicateur de pauvreté, mais il peut être utilisé comme un indicateur indirect pour évaluer le niveau de richesse. D'accord? Il peut être utilisé comme un indicateur indirect pour évaluer le niveau de richesse ou de développement économique dans un pays donné. Donc, voici les raisons. Alors, les raisons, c'est quoi? Bon, le PIB par tête mesure la richesse moyenne. Alors, le PIB par tête mesure la production économique moyenne par habitant d'un pays. Un PIB par tête élevé indique généralement un niveau de richesse plus, plus élevé et un accès potentiel plus large aux biens et services pour les citoyens de ce pays. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que tous les individus dans ce pays bénéficient de ce niveau de richesse, car il peut y avoir des inégalités de revenus très importantes. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le PIB par tête n'est pas directement un indicateur de pauvreté. De pauvreté. Oui, mais il peut mesurer il peut être considéré comme un indicateur indirect de la pauvreté. Donc, à cause des inégalités qu'elle peut cacher. Donc, euh, alors, les corrélations avec les indicateurs de bien-être. Ça, c'est une autre raison. Bien qu'il ne mesure pas directement la pauvreté, cet indicateur, il ne mesure pas directement la pauvreté. Le PIB par tête est souvent corrélé avec d'autres indicateurs de bien-être économique et social tels que l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation, l'accès à l'éducation et aux soins de santé, le niveau de développement des infrastructures. Donc, le PIB par tête plus élevé est souvent associé à une meilleure condition de vie pour une grande partie de la population. Donc, elle a aussi des limitations en tant qu'indicateur de pauvreté. Pourquoi? Parce que malgré ses avantages, le PIB par tête présente certaines limitations en tant qu'indicateur. Il ne tient pas compte de la répartition des revenus au sein de la population, ce qui signifie qu'un pays
avec un PIB par tête élevé peut encore avoir une importante population vivant dans la pauvreté en raison d'importantes inégalités de revenus. Donc, ça, c'est même la raison ultime, c'est-à-dire que ce PIB par tête peut cacher des inégalités, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on peut avoir un PIB par tête élevé alors que il y a encore une grande partie de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça met en évidence le fait qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le pays en question. Par ailleurs, le PIB par tête ne prend pas en compte d'autres aspects importants de la qualité de vie, n'est-ce pas? Ça ne prend pas en compte des aspects de qualité de vie, tels que la qualité de l'environnement, le bien-être mental, émotionnel, la sécurité économique. Donc, elle ne peut pas vraiment être considérée comme un indicateur direct de pauvreté, mais de manière indirecte, elle peut donner certaines appréciations. D'accord? Citer un indicateur de développement humain. Alors, un indicateur de développement humain. Bon, l'indice du développement humain, l'IDH. D'accord, c'est un indicateur qui est classique, qui a même beaucoup évolué ces derniers temps. L'indice du développement humain. L'IDH qui prend en compte plusieurs composantes, qui est calculé sur plusieurs composantes. L'IDH, on pourra faire une vidéo consacrée essentiellement à l'IDH. Enfin, la quatrième question, c'est le multiplicateur budgétaire. C'est quoi le multiplicateur budgétaire? Alors, dans le modèle de ISLM, quel facteur détermine le multiplicateur budgétaire? Pour un pays donné, existe-t-il plusieurs multiplications budgétaires différentes? Donc, là, on est à la question 4. Le multiplicateur budgétaire est un concept économique qui mesure l'impact qu'une variation des dépenses publiques ou des recettes fiscales peut avoir sur le produit intérieur brut d'un pays. D'accord? C'est-à-dire que si le budget d'un pays ou bien les recettes fiscales varient, n'est-ce pas? Nécessairement, il y aura un impact sur le PIB, sur le produit intérieur brut, sur la richesse du pays. Donc, le multiplicateur budgétaire est un concept économique qui mesure l'impact qu'une variation des dépenses publiques ou des recettes fiscales peut avoir sur le produit intérieur brut d'un pays. Plus précisément, il calcule combien le PIB change en réponse à un changement initial dans les dépenses publiques ou les recettes fiscales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le multiplicateur budgétaire, lui, fait quoi? Il va essayer de regarder la variation des dépenses publiques ou des recettes fiscales et essayer de calculer de combien va varier le PIB suite à cette variation des recettes, des dépenses publiques ou des recettes fiscales. Donc voilà l'écriture mathématique du multiplicateur budgétaire. Le multiplicateur budgétaire est égal à la variation du PIB suite sur la variation des recettes fiscales ou bien des dépenses publiques. Donc, dans le modèle ISLM, le multiplicateur budgétaire est déterminé par le rapport entre la pente de la courbe IS, investissement épargne, et celle de la courbe LM, préférence à liquidité et demande de monnaie. Donc, d'accord? Dans le modèle ISLM, je rappelle que c'est le modèle Investment Saving et Liquidity Preference Money Supply. Et l'offre de monnaie. Donc, la préférence à liquidité et l'offre de monnaie autant pour moi. Donc, dans le modèle ISLM, le multiplicateur budgétaire est déterminé par le rapport entre la pente de la courbe IS, Investment Saving, et celle de la courbe LM, Liquidity Preference Money Supply. Plus précisément, le multiplicateur budgétaire dépend du degré de sensibilité de l'économie aux variations des dépenses publiques ou des recettes fiscales, ce qui est le reflet dans la pente de la courbe IS. Donc, c'est aussi simple que ça, enfin, c'est aussi clair que ça, c'est-à-dire que
Le multiplicateur budgétaire dépend du degré de sensibilité de l'économie aux variations des dépenses publiques ou des recettes fiscales. Donc, si les recettes fiscales ou les dépenses publiques varient, de combien, euh, de combien va varier la production nationale. Donc, ça indique un peu la sensibilité de l'économie vis-à-vis des variations des recettes fiscales et autres. Donc voilà, c'est tout pour les 4 premières questions dans le grand 1. On passe au grand 2. Le grand 2, c'est la dissertation. Bon. Alors, ces 8 points répondent en 2 pages maximum à la question suivante en faisant apparaître clairement votre plan. Donc, en faisant apparaître clairement votre plan et ils insistent dessus de faire apparaître clairement votre plan. Donc, ce que nous allons faire pour corriger cette question, nous allons vous proposer un plan. D'accord, un plan, on ne va pas donner tout le narratif, mais on va vous proposer un plan qui essaie de prendre en compte tous les aspects de la question qu'on veut traiter. Donc, la question, c'est la suivante. Le gouvernement d'un pays où le transport routier des passagers est assuré intégralement par une compagnie publique souhaite introduire de la concurrence dans ce secteur. Donc, on est dans un pays où le transport routier des passagers est assuré intégralement par la compagnie publique et on souhaite y mettre de la concurrence. Quels sont les bénéfices attendus d'une telle politique? N'est-ce pas? Les conditions de sa réussite et les risques associés. Très bien. Donc, question à la dissertation. Okay. Donc, on va traiter la dissertation aussi. Donc, voilà le plan que nous proposons. Donc, une introduction avec un contexte et l'objectif. N'est-ce pas? Le contexte est que le gouvernement d'un pays possède une compagnie publique monopolistique dans le secteur du transport routier des passagers et l'objectif c'est d'introduire de la concurrence dans ce secteur. Alors, le code du devoir comporte 3 parties. Première partie, les risques, les bénéfices attendus, qui a 3 sous-parties. Deuxième partie, les conditions de réussite de la politique de la concurrence, avec 3 sous-parties aussi. Et la troisième partie, c'est les risques associés à l'introduction de la concurrence, avec 3 sous-parties. Et une conclusion. Donc, regardons le contenu de chaque point. Premier point, bénéfice attendu de l'introduction de la concurrence. Il y aura d'abord l'amélioration, comment je vais dire, l'amélioration de la qualité du service. Parce que s'il y a une concurrence, forcément, pour conserver les parts de marché, ou bien pour s'accaparer davantage de parts de marché, parce que quand il y a une concurrence, ça veut dire qu'il faut se partager le marché. Donc, pour s'assurer que on ait des bonnes parts de marché ou bien des parts de marché croissantes, il faut améliorer la qualité du service. C'est un bénéfice attendu. Donc, la concurrence incite les entreprises à améliorer les services pour attirer les clients. Plus de choix pour les consommateurs entraîne une pression concurrentielle pour offrir des services de meilleure qualité. Donc, quand les consommateurs ont plus de choix, d'accord, quand ils ont plus de choix, ça entraîne une pression concurrentielle pour offrir des services de meilleure qualité. D'accord, ça revient toujours à la question des parts de marché. La deuxième question, c'est la baisse des prix. Donc, quand il y a la concurrence stimule la réduction des prix pour rester compétitif sur le marché. Donc, il y a ce nexus-là, c'est-à-dire que on veut offrir des services de meilleure qualité à des meilleurs prix. Donc, la concurrence stimule la réduction des prix pour rester compétitif sur le marché. Les consommateurs bénéficient des tarifs plus bas et d'une meilleure accessibilité aux services de transport. Donc, les prix, c'est un autre bénéfice qui vont baisser. La simulation de l'innovation. Une fois de plus, la concurrence encourage l'innovation dans les services et les technologies. D'accord. Donc, si les compagnies sont en concurrence, il y aura une tendance à toujours innover, à développer des stratégies ou bien des technologies qui améliorent les services. Les entreprises cherchent à se démarquer en proposant des solutions innovantes, d'accord, pour répondre aux besoins des clients. Donc, voilà. Les 3 bénéfices auxquels on peut s'attendre, dans l'amélioration de la qualité des services, la baisse du prix, la stimulation de l'innovation. Et la deuxième partie, c'est les conditions de réussite d'une politique de concurrence, de cette politique de concurrence. Il faut premièrement un cadre réglementaire solide. Ça, c'est une première condition. Il faut un cadre réglementaire solide, clair et transparent
qui est essentiel pour réguler la concurrence. Il doit y avoir de la régulation. La régulation passe par des normes, des cadres normatifs, des textes et autres, et prévenir des comportements anticoncurrentiels. Donc, ça aussi, c'est le cadre réglementaire qui essaie de prévenir les comportements anticoncurrentiels pour éviter que des cartels ne se forment, qui en réalité, on aura encore à faire un monopole plutôt que à une situation de marché concurrentiel. D'accord? Donc, le cadre réglementaire doit être solide. Le libre accès au marché. Le libre accès au marché, c'est que toutes les entreprises doivent avoir un accès équitable au marché sans entrave ni barrière à l'entrée. D'accord? Donc, toutes les entreprises doivent avoir un accès équitable au marché sans entrave ni barrière à l'entrée. Donc, mais ça, c'est quand même il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que si la politique du gouvernement, c'est de promouvoir les forces internes, c'est-à-dire que les acteurs nationaux, alors il y aura nécessairement certaines barrières à l'entrée pour des entreprises étrangères. D'accord. Mais bon, ça c'est si on entre dans les détails du développement, on va évoquer ces aspects-là. La troisième condition, c'est euh, la surveillance et la réglementation efficace. Des organes de réglementation forts sont nécessaires pour surveiller et faire respecter les règles de concurrence, empêchant ainsi les pratiques anticoncurrentielles. D'accord? Les pratiques anticoncurrentielles. En dernier point, en dernier paragraphe ou partie du développement, c'est les risques associés à l'introduction de la concurrence. Alors, si on introduit la concurrence, quels sont les risques? Quels sont les risques associés? Euh, alors, un risque, c'est un événement qui a une probabilité de survenir et qui peut mettre à mal l'économie ou bien le secteur en question. Donc, premier risque, c'est la concentration du marché. Alors, le risque que la concurrence ne conduise à une concentration du marché entre quelques acteurs dominants, limitant ainsi les avantages de la concurrence. C'est-à-dire que il peut arriver que certains acteurs, à cause de leur avance sur certains aspects du secteur, s'accaparent presque toutes les parts de marché et évinçant ainsi de manière naturelle les autres concurrents. Ça fait que le marché va se contracter auprès de quelques acteurs, de quelques opérateurs. Le deuxième risque, c'est la dégradation de la qualité du service. Le risque que les entreprises cherchent à réduire les coûts au détriment de la qualité du service pour rester compétitifs. Donc, il y a ce nexus-là, ce nexus qui est vraiment souvent un peu compliqué, le fait de mettre les prix bas, n'est-ce pas, les prix concurrentiels, mais d'offrir une meilleure qualité de service. Ça, c'est un nexus qui est souvent un peu difficile, d'accord, parce que les prix bas supposent que la qualité du service n'est pas forcément euh, au rendez-vous, mais si on veut s'accaparer des parts de marché, il faut offrir une meilleure qualité de service avec des prix concurrentiels. Donc, c'est un nexus qui est vraiment à bien analyser. Il y a un risque d'augmentation de l'instabilité économique. Alors, la concurrence intense peut conduire à une instabilité économique avec des fluctuations des prix et des niveaux de service. Très bien. Alors, en guise de conclusion, l'introduction de la concurrence dans le secteur du transport routier des passagers présente des bénéfices potentiels significatifs en termes d'amélioration de la qualité des services, de baisse des prix et de stimulation d'innovation. Cependant, sa réussite dépend des conditions telles qu'un cadre réglementaire solide, un accès équitable au marché et une surveillance efficace. Il existe également des risques associés tels que la concentration du marché, la dégradation de la qualité des services, qui nécessite une gestion prudente pour maximiser les avantages de la concurrence tout en minimisant les effets négatifs. Donc voilà, corriger le sujet d'économie, c'est dit 2019. Laissez-nous un commentaire si vous avez des questions et puis n'hésitez pas à nous écrire. Aussi, abonnez-vous à notre page, likez, partagez pour ne pas
manquer les autres contenus. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup.